Au moment précis où le mari que ma chère fille portait au nu a fait tomber le masque de sa fausse courtoisie et m'a lancé au visage ce café brûlant qui semblait éclabousser jusqu'à mon âme, j'ai compris qu'il ne me restait plus d'autre choix que de déclencher ce jeu impitoyable qui allait révéler tous les secrets dissimulés derrière son cœur arrogant et cruel et offrir à ma fille la plus grande leçon de sa vie. Lors du mariage fastueux de ma fille, alors que tout le monde parlait de combien mon gendre au visage d'ange, Julien, serait un mari parfait, au fond de moi, une petite graine de doute commençait déjà à germer. J'avais perçu, derrière son sourire impeccable, cette froideur distante et indéfinissable. Et je priais pour que ce ne soit que l'inquiétude injustifiée d'une mère trop protectrice. Dès les premiers jours de leur union, les petites remarques méprisantes glissaient entre deux phrases, son attitude arrogante qui rejetait mes avis et ses regards ironiques que moi seul remarquais étaient comme de légères ombres, invisibles pour tous sauf pour moi, qui venait tacher l'image parfaite de cet homme intouchable aux yeux de ma fille. Le jour où son irrespect voilé se transforma en humiliation ouverte devant les yeux de mon propre enfant, lorsqu'il jeta à la poubelle la salade que j'avais préparée avec amour, comme si c'était du poison, et que ma fille choisit de se ranger du côté des caprices absurdes de son mari plutôt que du mien, ce fut le premier coup de poignard véritable dans mon cœur. Cette nuit-là, je compris que mon silence et mes concessions ne mettraient jamais fin à ce mépris, ni ne dissiperaient le voile aveuglant de l'amour dans les yeux de ma fille. C'est pourquoi il ne s'agissait plus seulement de sauver mon honneur, mais de protéger mon enfant de cette étreinte venimeuse. Révéler à tous le vrai visage de ce démon au visage d'ange devint une nécessité. Pour frapper son âme avide d'argent au plus sensible, je décidai d'utiliser comme appât le petit mais fertile verger d'olivier hérité de mon défunt père. Je savais que ce plan était dangereux, qu'il ouvrirait les yeux de ma fille et dévoilerait le vrai caractère de cet imposteur, mais je sentais douloureusement qu'il ne me restait aucune autre voie. Lorsque je prononçais le nom de ce petit terrain d'olivier, je vis dans les yeux de mon gendre une lueur prédatrice qui, en l'espace de quelques secondes, se dissimula derrière un masque de sollicitude hypocrite. Alors je compris son empressement à mordre à l'hameçon et les rouages cruels de mon plan commencèrent à tourner en moi, animés à la fois de peur et d'une détermination inébranlable. Le jour où il va seul chez moi, se cachant derrière tout un jargon juridique que je ne comprenais pas pour me pousser à signer ses papiers et où à chaque question, son masque de gendre aimable laissait entrevoir les traits impatients et cruels de son vrai visage, je vis alors qu'il n'était pas seulement avide, mais aussi un menteur manipulateur et dangereux. Et ce fut dans cet instant terrible, quand la dernière trace de fort respect s'effaça pour laisser place à une haine pure, que le café brûlant qu'il m'envoya au visage, me lacérant la peau, consuma en moi jusqu'à la dernière parcelle de patience et de pitié que je pouvais encore éprouver pour lui. Dans le miroir, derrière les gouttes de café dégoulinant sur mon visage, je ne voyais plus une mère épeurée et victime. Je voyais une femme dont l'âme trempée dans le feu de la vengeance était prête à frapper aux portes de l'enfer lui-même pour protéger son enfant et donner à cet homme cruel la leçon qu'il méritait. Je compris alors que les taches de café laissées par ce monstre, ainsi que la brûlure impitoyable sur mon visage, ne devaient plus être les preuves de ma victimisation, mais les témoignages irréfutables de son immoralité et de sa cruauté. Dans le tribunal de justice qui se tiendrait bientôt, elles deviendraient mes armes les plus puissantes pour arracher à jamais le masque angélique qu'il portait.
Lorsque je mordis ma langue pour ne pas crier à ma propre fille la raison de cette brûlure et la vraie nature de son mari, j'appris qu'une mère, pour protéger son enfant d'une ruine plus grande encore, pouvait parfois dire les mensonges les plus douloureux sans la moindre hésitation, quitte à ignorer le sang qui coulait de son propre cœur. Aussi difficile qu'il fut pour moi d'aller confier cette histoire honteuse à ce vieil avocat honorable à qui je n'avais jamais livré ni peine ni secret durant des années, je savais désormais que je ne pouvais pas mener seul ce combat. L'épée de la justice devait être confiée à une main expérimentée et digne de confiance, capable de s'en servir au moment opportun. En transformant ma propre maison en terrain de piège, dans l'espoir de surprendre la prochaine attaque ou l'aveu d'infamie de ce monstre, je sentais que ces murs, autrefois emplis de rire et de sérénité, deviendraient, jusqu'au grand jour où la justice serait rendue, mes témoins silencieux et mes alliés les plus discrets. Quand je lui envoyai ce message qui le persuadait que j'avais capitulé et que j'étais tombé dans son piège, il ne se doutait pas un instant que je l'attirais en réalité dans le piège de son propre orgueil et de son avidité. Car il croyait avoir en face de lui une vieille femme fragile et impuissante, alors qu'il avait désormais devant lui un serpent patient, attendant silencieusement que sa proie commette l'erreur fatale. Le voir apparaître à ma porte avec ce sourire faux et assuré, comme si ce n'était pas lui qui, la veille encore, m'avait lancé ce café brûlant au visage, me confirma à quel point l'orgueil et la cupidité peuvent aveugler un homme. Constater avec quelle facilité il préférait les signatures que j'allais apposer pour lui plutôt que les larmes que j'avais versées la veille, renforça encore ma détermination dans ce plan. Quand je fis cette allusion innocente qui rappelait son ignoble crime, je n'apercis sur son visage aucun signe de remords, mais au contraire, j'entendis son rire arrogant et ses paroles menaçantes. Et à cet instant, je compris que ce petit appareil enregistré dans la pièce n'était pas le témoin de ma douleur, mais celui de sa propre cruauté et de son absence totale de conscience. Le voir, les yeux dans les miens, rêver avec mon argent à ses plaisirs en posant un prix non seulement sur ce petit verger d'olivier hérité de mon père, mais sur toute ma vie, mes souvenirs et mon honneur, effaça en moi la dernière trace de compassion que je pouvais encore lui accorder. Quand je prononçai le nom de ma fille, ce gendre au visage angélique se transforma soudain en tyran, voyant en elle une simple possession, l'ignorant totalement et n'hésitant plus à me menacer ouvertement. Ce fut la preuve la plus douloureuse que le combat que j'avais engagé n'était pas seulement une affaire de terre, mais une lutte pour arracher ma fille des griffes d'un monstre. En lui permettant de savourer une victoire immédiate grâce aux fausses signatures que j'avais apposées, je savais en réalité que j'avais déjà gagné ma victoire la plus grande et la plus décisive. Car dans ce petit appareil où résonnait sa voix menaçante et ses aveux immoraux, la justice trouverait, au moment le plus inattendu, son témoin le plus implacable. Même ce vieil avocat, qui avait vu au cours de sa carrière tant de mensonges et de bassesses, laissa apparaître sur son visage une colère tendue, avide de justice, en entendant les paroles empoisonnées de mon gendre et ses menaces à mon égard. Ce jour-là, je compris que le petit appareil entre mes mains n'était pas seulement une preuve, mais la démonstration irréfutable que le mal, dans ses moments les plus orgueilleux, finit toujours par se trahir lui-même. Les voies légales et les peines de prison que mon avocat me proposait auraient sans doute emprisonné son corps pour un temps, mais
elle n'aurait pas suffi à détruire l'amour aveugle de ma fille, ni l'image de faux héros qu'elle gardait dans son esprit. Mon véritable objectif n'était donc pas seulement de l'envoyer derrière les barreaux, mais de le dépouiller, devant les yeux de ma fille, de son âme elle-même, fil par fil, à travers ses propres paroles et sa propre ignominie. J'appris alors qu'un minuscule amendement juridique que mon défunt mari avait fait établir avant sa mort était devenu, sans qu'il le sache, mon plus grand ange gardien. Savoir que le document signé par Kenan avec avidité n'avait en réalité aucune valeur fut pour moi la preuve éclatante que le destin dépose parfois, aux moments les plus inattendus, un bouclier secret aux côtés des gens honnêtes. Ce jour-là, je ne me sentis plus seulement comme une mère blessée, mais comme une stratège tenant entre ses mains l'épée la plus tranchante de la justice, consciente de quand, où et comment l'utiliser. Je réalisais alors à quel point une femme pouvait bâtir les plans les plus complexes pour défendre son enfant et son honneur, et comment même les ennemis les plus cruels pouvaient finir à genoux devant elle. Lorsque d'une voix calme, je fixais à ma fille ce rendez-vous qui semblait ordinaire, je savais en réalité que je ne l'invitais pas seulement dans un bureau des hypothèques, mais dans une salle d'audience où elle découvrirait les terribles vérités sur son mari. Et cette ultime signature, ce jour-là, ne scellerait pas seulement la vente d'un bien, mais mettrait aussi fin à son faux bonheur. Assise entre ma fille et mon gendre, au milieu de ce chaos bureaucratique et de cette foule indifférente, j'interprétais le rôle le plus difficile de ma vie. À l'extérieur, je n'étais qu'une vieille femme banale et tranquille, mais à l'intérieur, je ressentais le compte à rebours froid et silencieux d'une bombe à retardement dont j'avais moi-même dégoupillé la goupille. Au moment exact que nous avions prévu, lorsque mon avocat entra dans la pièce tel un justicier surgissant d'une vieille scène de cinéma et qu'il s'opposa à la vente de sa voix assurée, je vis avec une joie muette l'expression triomphante de mon gendre se transformer peu à peu en l'inquiétude paniquée d'un chasseur sentant sa proie lui échapper. Le bruit sec que fit le petit enregistreur en touchant la table glaciale résonna comme la première secousse d'un tremblement de terre, ébranlant les fondations du château de mensonges de mon gendre. Je savais que, dans quelques instants, les paroles empoisonnées contenues dans ce dispositif se transformeraient en un tsunami détruisant définitivement l'univers illusoire de ma fille. Quand ma fille entendit de ses propres oreilles la voix monstrueuse de son mari, ses menaces indéniables et la haine qu'il crachait contre moi, je vis son visage innocent se briser, telle une poupée de porcelaine éclatant en 1000 morceaux d'amertume et de douleur. Ce fut l'instant où elle perdit non seulement son mari, mais aussi toutes ses illusions. Et lorsque de ses doigts tremblants, elle retira l'alliance qui avait été pour elle le symbole d'un amour éternel et la jeta sur les mensonges de son mari comme un monument de honte, je compris que mon combat acharné touchait à sa fin. Car en ce moment précis, je n'avais pas seulement sauvé un verger d'olivier, j'avais sauvé la fleur la plus précieuse, prête à se fanir dans les bras de ce lierre empoisonné, ma propre fille. À cet instant, je n'étais plus ni une chasseuse, ni une stratège. Je n'étais rien d'autre qu'une mère protégeant son oiseau blessé aux ailes brisées, mon unique enfant, contre le chasseur cruel qui l'avait abattu. Ce fut le moment le plus sacré et le plus profond de mon combat,
car je compris alors qu'assurer la justice ne suffisait pas. Il fallait aussi sauver l'âme innocente ensevelie sous ces décombres. Je savais que ces supplications misérables et pathétiques n'auraient aucun écho dans l'abîme de déception et de trahison qui s'était ouvert dans le cœur de ma fille. Car lorsqu'une forteresse de confiance bâtie sur un mensonge est frappée par le premier et le plus dur coup de la vérité, il ne reste ni foi ni désir pour la reconstruire. En voyant mon enfant se flageller au milieu des ruines de ses doux rêves, en se reprochant sa naïveté et sa bonté, je choisis de ne pas lui dire que même les yeux les plus clairvoyants peuvent être aveuglés par l'amour, que même les cœurs les plus sages peuvent tomber sous le charme d'un mensonge, et que la vraie faute appartient toujours au cœur immoral qui a trahi cette innocence. Je me tus, et je la serrai dans mes bras, laissant le temps et la tendresse d'une mère panser ses blessures trop profondes pour être guérie par des mots. Quand je vis le nom apparaître sur l'écran de son téléphone, ce nom qui autrefois faisait battre son cœur et qui désormais n'éveillait plus en elle que douleur et honte, je compris que c'était l'étape la plus dure, mais la plus nécessaire de ce chemin. Car on n'échappe pas à un poison en cherchant son antidote, on ne s'en libère qu'en l'arrachant entièrement de sa vie. En contemplant le visage endormi de ma fille, je savais que même si je lui avais révélé une vérité trop cruelle pour être oubliée, je l'avais sauvée de milliers de mensonges et de souffrances à venir. Car une mère n'agit pas seulement pour le bonheur immédiat de son enfant, mais doit parfois prendre les décisions les plus dures et les plus impitoyables afin de lui offrir, à l'avenir, une paix durable. Quand je la vis après ce cataclysme exprimer son chagrin inexprimable, non pas par des mots ou la raison, mais comme une enfant, en se réfugiant dans le monde innocent et sans jugement des couleurs, je compris que les blessures les plus profondes de l'âme ne se soignent pas par l'intelligence, mais qu'elles commencent à guérir par ces passions simples et pures que l'on croyait oublier. L'homme, qui autrefois imposait la crainte par son allure imposante et ses paroles arrogantes, se tenait désormais devant ma porte, pitoyable et insistant, comme un chien abandonné qui attend qu'on le laisse entrer. C'est alors que j'ai compris que son pouvoir n'avait jamais été réel, qu'il n'existait que dans la valeur et la croyance que nous lui avions accordées, et qu'une fois cette foi détruite, il ne restait de lui qu'une coquille vide et lamentable. Croire qu'il pouvait effacer toutes ces ignominies, ainsi que la brûlure du café qu'il m'avait jeté, avec quelques bouquets tape à l'œil et des paroles de faux repentir, n'était pas seulement la preuve de sa cruauté, mais aussi de son ignorance totale des subtilités de l'âme humaine. Car certaines taches ne peuvent être lavées, pas même par la fleur la plus chère du monde. Lorsque j'avouais à ma fille que tout cela n'avait jamais été une simple transaction immobilière, mais un stratagème destiné à lui sauver la vie, je vis briller dans ses yeux la gratitude et le profond respect de celle qui venait de comprendre jusqu'où sa mère pouvait aller pour elle. Ce regard fut la récompense la plus précieuse de toutes mes douleurs et de toutes mes larmes versées. Et lorsque ma fille vit de ses propres yeux que la maison qu'elle avait jadis prise pour un château de rêve n'était en réalité qu'une prison de mensonges, et qu'elle en sortit, n'emportant avec elle que quelques souvenirs qui lui appartenaient vraiment, je sus qu'elle ne quittait pas seulement une maison. Elle s'était enfin délivrée de son passé toxique, de cette vie factice et de ce mari monstrueux. C'était sa véritable libération. Le jour où ma fille se réveilla de ce faux conte de princesse et décida de reconstruire sa vie, non plus sur la générosité d'un autre, mais sur sa propre sueur et sur ses talents oubliés qui n'attendaient qu'à refleurir,
Ce fut pour moi l'un de ces instants précieux et fiers où elle cessa d'être une victime pour devenir une femme forte, tenant les rênes de sa destinée. Lorsqu'elle choisit de transformer la douleur de sa trahison, au lieu de l'enfouir en elle, en un combat pour que la justice s'accomplisse et pour empêcher ce mauvais cœur de blesser une autre âme innocente, je compris qu'elle ne pensait plus seulement ses propres blessures, mais qu'elle commençait aussi à assumer une responsabilité envers les autres. Imaginez le moment où elle goûterait pour la première fois, sur un document froid et officiel portant son nom, ce sentiment de peur et d'impuissance qu'elle n'avait jusque-là infligé qu'aux autres ne m'aspirait aucun plaisir de vengeance. C'était la preuve éclatante que la justice divine finit toujours par confronter les âmes les plus orgueilleuses aux fruits de leurs propres semences. Voir l'intelligence et le talent qu'elle avait oubliés dans l'ombre de son mari se rallumer comme une braise sous la cendre au premier souffle d'air me rappelait que la véritable force d'une femme ne réside pas dans les titres factices ni dans une vie luxueuse qu'on lui accorde, mais dans l'esprit et le savoir-faire qu'on ne peut jamais lui enlever. Ce qui avait été autrefois pour elle une angoisse, l'incertitude, devenait maintenant une chance, pleine de nouveaux départs et d'espérance. J'ai compris alors que ma fille ne s'était pas seulement libérée de son mari, mais aussi de ses chaînes rouillées d'une fausse sécurité et d'un confort qui n'était qu'une prison dorée. Constater que cette brillante carrière bâtie sur les mensonges et l'apparence s'écroulait comme une tour de carton au premier tremblement de la vérité m'apprit que la réputation d'un être ne repose ni sur les voitures de luxe, ni sur les costumes hors de prix, mais uniquement sur la solidité du caractère qu'il révèle dans les instants que personne ne voit. Lorsque je la vis éprouver une joie sincère et digne, une joie qu'elle n'avait jamais ressentie même en se vantant des cartes de crédit sans limite de son mari, mais qu'elle trouvait maintenant grâce à la nouvelle d'un modeste emploi gagné par son propre travail, je compris encore une fois que la chaîne la plus solide qui nous attache à la vie n'est pas le don d'autrui, mais le pain gagné à la sueur de notre front et l'estime de soi qui la porte. Et cet homme qui toute sa vie avait acheté ses faux amis et ses foules par l'argent et le statut, dut enfin faire face à la vérité. Dès que sa fortune et son prestige s'effritaient, il n'était plus qu'un être seul et méprisé. Le destin lui infligeait la plus cruelle des leçons. L'homme finit toujours par être jugé par lui-même. Quand ma fille, délaissant ses robes chères et inutiles, enfila cette tenue simple qui lui rendait sa dignité et sa productivité, je vis qu'elle ne reprenait pas seulement un emploi, mais aussi son identité, son être profond et ses rêves longtemps étouffés par l'ombre de son mari. Ce fut pour moi le plus grand bonheur. Et ce petit morceau de terre hérité de mon père, bien au-delà de sa valeur matérielle, devint pour nous une forteresse spirituelle, un rappel que nos racines sont solides et que notre intégrité familiale est inébranlable. Dans les heures les plus sombres, je ressentais cette paix unique qui naît de la certitude que la plus grande force de l'homme réside dans son passé honnête et dans la pureté de ses souvenirs. Celui qui, autrefois, me fixait de ses yeux gonflés d'orgueil et de pouvoir, qui me menaçait sans vergogne, se tenait maintenant devant ma porte, écrasé sous les décombres de ce faux univers qu'il avait perdu, implorant pitié auprès de ce même visage sur lequel il avait jadis jeté un café brûlant. Cela m'apprit que la justice ne se manifeste pas toujours dans le tumulte des palais de justice, mais parfois dans les couloirs les plus silencieux et les plus obscurs de la conscience humaine. Voir ma fille porter, dans un recoin de son cœur, ce doux poison des souvenirs heureux, et sentir que, de temps en temps, se venait la pousser presque à éprouver une once de compassion pour ce monstre, me révéla encore une fois que la prison la plus dangereuse pour l'âme n'est pas faite de barreaux de fer, mais de ces souvenirs qui vous murmurent sans cesse « Si seulement les choses s'étaient passées autrement ».
quand je lui dis, sans cri ni insulte, seulement avec cette simple et lourde vérité, « Tes actes t'ont condamné ». Avant de fermer la porte, je compris qu'il n'existe pas de châtiment plus grand que de laisser un homme seul face au silence assourdissant et au vide glacial de sa propre noirceur. Le jour où ma fille, avec l'argent de son premier salaire, ne choisit ni saccord de prix, ni bijoux scintillants, mais préféra un livre pour nourrir son esprit et une petite plante pour cultiver ses espoirs, je sus qu'elle s'était purifiée, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, et qu'elle avait enfin trouvé la juste mesure de sa valeur. Et finalement, après toutes ces tempêtes et ces combats impitoyables, je compris qu'une forteresse véritable, la plus solide de toutes, n'est ni un manoir aux murs épais, ni une résidence aux portails de fer. La forteresse la plus sûre, c'est cette main fidèle qui, dans vos heures les plus sombres, vous tend une tasse de tisane et reste silencieusement à vos côtés. Lorsqu'il marcha à nouveau dans ces couloirs du tribunal, non plus la tête haute, mais marqué par l'invisible stigmate de la faute et de la honte, j'appris que le plus grand procès de l'homme ne se déroule ni devant les juges, ni dans les codes de loi, mais dans le regard muet et impitoyable de la société qui l'entoure chaque jour. Ce jour-là, dans la froide salle d'audience, en entendant résonner de sa propre bouche l'aveu de ses crimes, je compris que la vérité, même recouverte de 1000 mensonges, trouve toujours un chemin pour éclater, et qu'un simple murmure de réel suffit à réduire en poussière des milliers de proclamations mensongères. Voir celui qui s'était cru autorisé à envahir ma maison, ma vie et le lien sacré avec ma fille, être désormais tenu à distance par l'infranchissable mur de la loi, ne fut pas pour moi une victoire de vengeance, mais la consécration par la justice de ce principe, chaque frontière intime est sacrée et inviolable. Le jour où nous avons choisi d'ôter la chemise honteuse de la victime pour revêtir l'armure noble de la justice, j'ai vu le regard de notre entourage se transformer. La pitié cédant la place au respect. J'appris alors que la société valorise moins ceux qui souffrent en silence que ceux qui, avec courage, se dressent contre l'injustice. Et des années plus tard, lorsque je posai à nouveau le pied sur ces terres où avaient éclaté tant de tempêtes, ce fut sans peur ni inquiétude, mais avec la sérénité profonde de savoir que nos racines, aussi profondes que celles de cette terre, et notre probité inébranlable avaient été les vraies armes de notre victoire. Ce fut le plus doux fruit de ce long et pénible voyage. Voir ces vieux parents qui jadis s'enorgueillissaient de leur fils au visage d'ange, venir me demander pardon écrasé sous le poids des crimes honteux qu'il avait commis, m'a montré de la manière la plus cruelle qu'un homme, par sa propre méchanceté, ne détruit pas seulement sa vie, mais blesse aussi, d'une cicatrice irréparable, l'honneur de ceux qui l'ont élevé, aimé et cru en lui.
Constater que ma fille retrouvait enfin dans le havre sûr de ses véritables amis, ses rires, cette joie et ces conversations chaleureuses qu'elle avait oubliées entre les murs de cette relation toxique, prouvait qu'être libre ne consiste pas seulement à se libérer d'un tyran, mais à récupérer la vie et l'identité qu'il vous avait volée. Entendre dans la salle d'audience cette dernière décision, qui n'était pas seulement un acte juridique mettant fin à un mariage, mais le sceau honorable de mois de douleur, de larmes et de lutte, permit à ma fille de déposer non seulement le fardeau d'une union malheureuse, mais aussi l'humiliation pesante d'avoir été victime d'une injustice. La voir, elle, qui autrefois se vantait d'un bijou ou d'un présent coûteux offert par son mari, être désormais applaudie pour un projet conçu à force de travail nocturne, d'intelligence et d'efforts personnels, me fit comprendre qu'elle avait découvert la plus précieuse des vérités. Le véritable investissement d'une vie ne réside ni dans les voitures de luxe, ni dans les parures, mais dans l'esprit et le potentiel que l'on cultive soi-même. Et lorsque, après les jours les plus sombres et les tempêtes les plus violentes, nous nous sommes accrochés l'une à l'autre comme à une bouée de sauvetage, j'ai compris que le lien entre une mère et sa fille ne se scellait pas seulement par le sang, mais aussi par les batailles menées côte à côte comme deux compagnes d'armes indestructibles. Découvrir que ma fille qui s'était perdue dans l'univers froid et superficiel du luxe retrouvait enfin son goût et son identité dans ce petit logement simple mais chaleureux, qu'elle décorait de ses propres mains et de son âme, m'a rappelé qu'un véritable palais n'est pas fait de dorure, mais des 4 murs où l'on se sent libre et en paix. Même si cet homme cruel avait disparu de nos vies, voir que le spectre de la méfiance et de la peur qu'il avait laissé dans l'âme de ma fille pouvait ressurgir au moindre tintement d'une sonnette de porte, m'apprit qu'un des pires crimes qu'un être humain puisse commettre n'est pas seulement la souffrance qu'il inflige sur le moment, mais la cicatrice empoisonnée qu'il laisse longtemps après. Le jour où ce simple objet, une tasse de café, jadis symbole d'une menace, put redevenir pour elle un signe d'amitié et de courtoisie, je compris qu'elle n'avait pas seulement vaincu le souvenir d'un mauvais moment, mais aussi l'ombre de préjugés et de peur que ce souvenir avait ancré dans son âme. Lorsque j'appris la chute et la honte qui s'étaient abattues sur cet homme et sur sa famille, ne ressentir en moi aucune joie de vengeance fut la preuve que mon âme s'était enfin libérée du cercle vicieux et empoisonné du ressentiment. J'avais compris que la justice ne consiste pas à se réjouir du malheur d'autrui, mais à accepter avec sérénité que chacun doit un jour affronter les conséquences inévitables de ses propres actes. Et finalement, quand les tempêtes se furent apaisées et que chacun rejoignit son propre port, je suis que ce qui unit une mère et son enfant, ce n'est pas seulement le toit partagé, mais la lutte commune pour panser des blessures invisibles, et que peu importe la distance, il suffit de lever les yeux vers le même ciel pour ressentir la force silencieuse de l'autre battre dans son propre cœur. Savoir que ma fille, dans cette relation empoisonnée, n'avait pas seulement perdu la confiance en son mari, mais aussi cette foi innocente en l'humanité tout entière, et constater qu'aujourd'hui, face à un sourire sincère et désintéressé, elle pouvait, sans abattre totalement ses murs intérieurs, au moins regarder par-dessus avec espoir et curiosité, était pour moi le plus grand des bonheurs.
Après avoir passé des années à mettre son bonheur avant le mien, ballotté comme un navire dans la tempête de sa vie, ressentir enfin le soulagement de l'avoir accosté en toute sécurité dans son propre port m'a fait comprendre qu'il était temps d'ouvrir mes propres voiles vers les eaux calmes et paisibles de mon âme. Le jour où nous avons compris que cet homme, qui contrôlait jadis chacune de nos décisions, peurs et larmes, n'était plus qu'un souvenir lointain, flou et insignifiant, fut celui où nous avons vu que le temps pouvait guérir les blessures les plus profondes, et qu'après les plus terribles tempêtes, il ne restait souvent qu'un ciel limpide. Lorsque ma fille, avec l'argent qu'elle avait gagné par son propre travail, nous a emmenés loin des souvenirs douloureux, vers la mer et l'air eau-dé qui purifie, j'ai compris qu'elle n'offrait pas seulement des vacances à sa mère, mais aussi à son propre esprit, et que désormais nous remplissions nos vides non plus avec la douleur, mais avec la joie de découvrir de nouveaux lieux et de créer de beaux souvenirs. Et quand, après avoir émergé des décombres, nous sommes devenus, en nous tenant l'une à l'autre, non plus des survivantes d'une vie brûlée et détruite, mais deux femmes fortes qui, au bord de la mer, sous la lumière de la lune, regardaient l'avenir avec espoir, j'ai su qu'aussi profond que soit l'abîme, tant qu'on a quelqu'un qui croit en nous, on peut toujours remonter à la surface et respirer, et que la nuit la plus sombre porte toujours en elle l'aube la plus éclatante. Voir ces terres, jadis théâtre des plus grandes trahisons et des souvenirs les plus douloureux, renaître aujourd'hui sous les rires innocents de mon petit-fils et les jeunes pousses d'espérance que nous y avions plantées, m'a montré le pouvoir miraculeux de la vie, capable de faire fleurir les plus belles fleurs, même sur les souvenirs les plus toxiques. Constater que, après l'illusion d'un conte de fées trompeur, ma fille avait découvert que le bonheur ne résidait pas dans les émotions bruyantes et ostentatoires, mais dans cette voix calme et rassurante qui murmure « Je suis là » dans les moments les plus difficiles, m'a prouvé qu'elle avait trouvé non seulement un mari, mais un véritable compagnon de route. Lire des années plus tard une lettre de la mère de celui qui m'avait tant blessée, lettre dépourvue de reproches ou d'accusations, et dans laquelle elle reconnaissait avec sagesse que ma fermeté avait sauvé leur fils d'un marécage, m'a appris que parfois le remède le plus amer ne guérit pas seulement le patient, mais aussi ceux qui l'entourent. Voir que ma fille transformait le souvenir le plus sombre et le plus humiliant de sa vie en une torche destinée à éclairer l'obscurité d'autrui, m'a convaincu que même les douleurs les plus profondes, si elles sont bien utilisées, peuvent forger une âme plus sage, plus compatissante et plus forte pour comprendre les blessures des autres. Et enfin, quand j'ai vu que cette histoire, commencée par une tasse de café lancée au visage, s'était transformée sur cette terre fertile en un dîner paisible réunissant 3 générations autour de l'amour et de la sérénité, j'ai compris que peu importe la cruauté du départ, avec patience, courage et surtout un inébranlable enthousiasme, la vie pouvait toujours écrire les plus belles fins. Quand j'ai vu mon petit-fils tenir dans sa minuscule paume une simple olive,
qui avait autrefois symbolisé pour nous une guerre entière, et la regarder seulement avec la curiosité pure d'un jouet à découvrir, j'ai compris que ce sont nous, les adultes, qui chargeons les objets et les lieux de signification toxique. La vie, elle, grâce à l'innocence des nouvelles générations, possède le pouvoir d'ouvrir les pages les plus claires, même sur les souvenirs les plus sombres. Après cet ancien gendre qui croyait mériter le mot « famille » uniquement par le sang mais qui n'en a jamais ressenti l'âme, entendre aujourd'hui la voix de cet homme au grand cœur qui sans aucune obligation m'appelle maman avec respect et tendresse, m'a fait sentir jusque dans mes os que la famille n'est pas un titre reçu à la naissance, mais un honneur, gagné par l'amour et l'effort. En refermant pour la dernière fois le cahier douloureux où j'avais consigné les contes de la période la plus orageuse de ma vie, je n'ai pas seulement fermé une histoire, j'y ai enfermé le poids du passé, le désir de vengeance et les jours de chagrin. Et j'ai compris que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, ce n'est pas de porter le passé comme une plaie toujours ouverte, mais de le transformer en souvenir respecté qui n'empoisonne plus le présent. L'impuissance et la panique que j'avais ressenties lors de la chute morale de ma fille me paraissent désormais vaines, car en soignant la petite blessure de mon petit-fils, je comprends que la vie inflige tôt ou tard des cicatrices, grandes ou petites. L'essentiel n'est pas de craindre la chute, mais de trouver en soi la force de se relever chaque fois avec plus d'expérience et de courage. Et enfin, après avoir démêlé les nœuds les plus complexes, gravi les pentes les plus raides et survécu aux gouffres les plus profonds, j'ai compris que le plus beau panorama n'était ni au sommet d'une montagne, ni dans les lumières d'une ville riche. Le plus beau et le plus apaisant paysage, c'est celui où, entouré de ceux que l'on aime, on savoure dans la sérénité et la gratitude la valeur inestimable d'un simple souffle. Quand je repense à ce monde ancien où je croyais que le bonheur se trouvait dans les paquets luxueux des boutiques et où j'élevais mes enfants avec ces fausses valeurs, voir aujourd'hui mon petit-fils imaginer un océan entier dans une coquille de noix m'enseigne que la vraie richesse n'est pas dans l'abondance, mais dans la capacité à être heureux avec ce que l'on a. Lorsque j'ai entendu que ma fille voyait l'argent qu'elle gagnait non pas comme un moyen de s'offrir de nouveaux luxes, mais comme un outil pour assurer un avenir plus sûr à sa mère qui l'avait protégée pendant tant d'années, j'ai compris que l'argent, dans les mains d'un bon cœur, devient un instrument de générosité et de loyauté, alors que dans les mains d'un cœur corrompu, il se transforme en arme d'orgueil et de cruauté. La question n'est donc pas l'argent, mais la conscience de celui qui le détient. Quand j'ai enfin laissé derrière moi mon ancien moi, celui qui comptait chaque bonté, chaque cadeau, attendant inconsciemment un retour, j'ai compris que la vraie générosité est celle où la main gauche ignore ce que donne la main droite. C'est une action sans témoin, sans applaudissement, qui demeure un secret silencieux entre la conscience de celui qui l'accomplit et Dieu. Après ces repas de famille bruyants et égoïstes où chacun ne récitait que son propre monologue sans jamais écouter l'autre, être témoin aujourd'hui dans cette petite maison chaleureuse de moments de respect silencieux où chacun s'intéresse sincèrement à la journée des autres m'a appris que ce qui fait d'une maison une famille, ce ne sont ni les grandes demeures ni les longues tables, mais le battement de cœur qui se comprennent. Et enfin, en regardant ces terres pour lesquelles j'avais mené tant de combats, je n'y ai plus vu ni titre de propriété, ni bien matériel. Ce que j'y ai vu, ce sont des arbres sages et silencieux, qui me murmuraient que plus les racines sont profondes, on résiste aux tempêtes, que même sur les sols les plus arides, on peut donner les fruits les plus savoureux avec patience, et qu'au final,
chaque être retourne avec sérénité à la terre qu'il a vue naître. Après ces jours sombres où je me réveillais chaque matin avec l'angoisse lourde de savoir quel mensonge, quelle insulte ou quelle déception m'attendait, je ressens aujourd'hui, en ouvrant les yeux simplement au chant des oiseaux et au parfum apaisant du tilleul, sans peur ni attente, que cette sérénité est en réalité la plus précieuse des richesses qu'un être humain puisse posséder. En murmurant à l'oreille innocente de mon petit-fils les berceuses les plus simples, mais aussi les plus magiques, héritées de ma propre mère et que j'avais oubliées dans la course effrénée de la vie, j'ai compris que je ne l'endormais pas seulement, je ravaudais aussi le lien le plus pur et le plus fragile de notre famille, celui qui menaçait de se briser. Lorsque je regarde désormais les photos de mes instants les plus sombres et les plus douloureux, ce n'est plus avec colère ni chagrin, mais presque avec gratitude, car chacune de ces épreuves fut un échelon qui m'a conduite à devenir cette femme sage et paisible que je suis aujourd'hui. J'ai appris que le bonheur n'est pas seulement d'accumuler de beaux souvenirs, mais de transformer même les pires en leçons chères et utiles. Dans ma jeunesse, je voyais chaque fleur fanée, chaque feuille tomber comme un présage de ma fin inéluctable. Aujourd'hui, je sais que chaque mort nourrit la terre et donne naissance à une nouvelle vie. J'accepte alors, sans peur ni révolte, la loi la plus immuable de l'existence. Chaque commencement porte en lui sa fin, et chaque fin prépare un nouveau commencement. Et finalement, après avoir traversé les plus grandes tempêtes et pris les virages les plus dangereux, j'ai compris que la vie ne réside ni dans les regrets du passé, ni dans les plans de l'avenir. La vie est seulement, ici et maintenant, dans ce repas partagé, dans la présence inestimable de ce qu'on aime, dans la valeur éternelle d'un souffle fugace. À celui qui écoute cette histoire et qui un jour se retrouvera trahi par la personne en qui il avait le plus confiance, blessé dans son honneur et convaincu que la justice ne viendra jamais, je veux murmurer ceci. Même la nuit la plus noire doit céder à l'aube la plus tenace, et même si l'on vous enlève tout, on ne pourra jamais vous ravir votre trésor le plus précieux, votre espoir et votre dignité. En me retournant aujourd'hui, je comprends que ce café lancé à mon visage n'était pas une humiliation, mais une alarme pour me réveiller. Que les pièges que j'ai tendus étaient des épreuves pour découvrir mes propres limites et ma force, et que la plus grande douleur que j'ai subie était en réalité le chemin sinueux, mais le plus sage, qui m'a conduite au bonheur le plus authentique. La dernière leçon que je vous laisse est celle-ci. Choisissez bien les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. N'ouvrez pas votre cœur sans discernement. Mais si un jour un tyran entre et brûle vos plus beaux rêves, souvenez-vous que des ruines peut toujours renaître une force nouvelle, plus grande et plus sage que jamais.
N'oubliez jamais, la vie est l'art de construire avec les pierres qu'on vous jette, soit une tombe, soit une forteresse. Quant à moi, avec les grains de café brûlants qu'on m'a jetés, j'ai choisi de bâtir pour moi et pour les miens une forteresse aux murs faits de respect, aux mortiers d'amour et aux toits de sérénité. Mon histoire s'achève ici. Elle a commencé dans la trahison, s'est poursuivie dans la justice et a trouvé sa paix dans le pardon. Et si j'ai retenu une seule vérité de ce long chemin, c'est bien celle-ci. Peu importe combien de café la vie vous jette au visage, vous aurez toujours le pouvoir de transformer cette tache amère en la plus belle des couleurs d'un nouveau départ. Adieu.